nous sommes en présentiel avec Jérémy Attard. Bonjour, vous êtes physicien, doctorant en épistémologie à l'Université de Mons en Belgique, C'est ça. membre du Cortex, conférencier sur les thèmes de la pensée critique et de l'autodéfense intellectuelle. On va essayer d'entendre votre belle voix, allez-y. Oui, ça marche. Un, deux, deux. Oui. 1, 2, 1, 2, ça Bonjour. marche. Et à distance, alors normalement elle aurait dû être avec nous, elle ne l'est pas, mais pour des raisons de santé, on peut le comprendre. Divina, on vous voit, bonjour. Divina Fromex, vous êtes sociologue des Bonjour à médias, tous. professeure à l'Université de Paris 3 en sciences de l'information et de la communication, présidente et fondatrice de l'association Savoir Devenir. Le dernier de la bande, c'est Sébastien Dieguez, bonjour. Bonjour. Vous êtes où Sébastien là? Chez moi, dans ma chambre Cool. à coucher, à Lausanne, en Suisse. À Lausanne, ça arrive même au meilleur. Vous êtes docteur en neurosciences, chercheur et auteur de Total Bullshit au cœur de la post-vérité et le complotisme, cognition, culture et société. Alors ce sera un peu moins fluide avec vous, mais vous êtes chez vous, donc vous serez confort, vous serez peut-être même dans une inclination d'esprit à nous délivrer des choses un peu personnelles. On va commencer avec vous, Jérémy Attard, et ce collectif, le Cortex. Vous allez nous expliquer ce que c'est que ce collectif. Vous avez écrit un article l'année dernière qui essayait de faire le tour de la littérature scientifique au sujet des fake news et du rôle d'Internet dans leur diffusion. Et là, vous êtes tombé sur un os, c'est-à-dire quelque chose un petit peu à rebours de ce qu'on pouvait se dire finalement, c'est que l'infodémie ou le fait que Internet soit à l'origine de plus de croyances en des fake news ou des théories du complot, ça fait pas forcément consensus en fait, quand on s'intéresse vraiment à la littérature. Oui, alors, pour préciser déjà les choses, on a écrit avec le Cortex c'est un article de vulgarisation qui entendait faire alors le tour, en tout cas, regarder un petit peu ce qui se faisait dans la littérature scientifique sur le sujet des fake news et le lien avec Internet, donc la littérature en psychologie, en sociologie principalement. Et donc moi, je ne suis pas spécialiste de ça, moi, je fais de l'épistémologie. Et du coup, l'article que j'ai écrit, c'est pas un article scientifique d'un spécialiste, c'est un article qui avait vocation à faire une synthèse vulgarisée de la littérature. Euh, et effectivement, on se rend compte que ça ne fait pas forcément consensus le fait que Internet soit un vecteur actif de diffusion et d'adhésion aux théories du complot. Alors, ça peut paraître un peu étrange, mais peut-être que je peux donner trois principaux arguments, Mhm. si ça va. Allez-y. Les trois principaux arguments, en fait, c'est que quand on mesure à quel point ce phénomène enfin la taille de ce phénomène-là, on se rend compte que c'est un phénomène relativement marginal. Ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que c'est très compliqué en fait à mesurer quantitativement, parce que souvent, ce qui est mesuré, c'est par exemple le nombre de citations ou de références à un site qui a été identifié comme étant un site de fake news. Et si on fait ça, les études montrent que c'est un phénomène extrêmement marginal, c'est-à-dire qu'il y a l'immense majorité des fake news sont en fait partagées par une toute petite minorité de personnes, c'est de l'ordre de 80%, 1%. Donc ça, c'est vraiment le premier constat à faire. Je vous renvoie évidemment à l'article qu'on a écrit, enfin pas forcément l'article en lui-même, mais les sources qu'on a données. Non mais vous nous faites un Et résumé, c'est bien. comment Tout va tellement vite, aujourd'hui on n'aura pas le temps de lire l'article. Et donc? et, et du coup voilà, donc il y a ce premier constat qui est qu'en fait c'est un phénomène qui est pas. On a l'impression qu'en fait c'est une infodémie parce qu'il y a certaines fake news, certaines théories du complot qui nous paraissent, en fait il y a des théories du complot et des fake news qui naissent très régulièrement, qui sont très visibles, mais en fait, est-ce qu'elles sont visibles, mais est-ce que les gens y adhèrent? Est-ce qu'elles sont visibles, mais elles sont tenues par vraiment une petite partie de la population? Et ça, c'est des vraies questions à se poser, parce que très souvent, on peut avoir le nez dedans, et même en tant que sceptique, faire du biais de confirmation à outrance, en disant, waouh, c'est n'importe quoi, les gens croient n'importe quoi sur Internet, parce que on ne regarde que ça, et que les médias aussi en parlent derrière. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est que il y a des expériences, en psychologie notamment, qui montrent qu'en fait, être exposé ou même partager des fake news, ça n'implique pas en fait d'y adhérer ou d'y croire, et qu'il y a une décorrélation entre les deux. Et en fait, on peut partager, notamment sur les réseaux sociaux, on va partager des choses pour des raisons qui ne sont pas directement parce qu'on y croit, mais peut-être parce qu'on sait que ça va générer du like. Et du coup, on les partage, mais on n'y croit pas forcément. Donc, le fait d'être exposé à des faits, la première question à se poser, c'est ok, peut-être qu'on est plus exposé qu'avant à des fake news ou à des choses fausses ou à des théories du complot, mais est-ce que le fait d'y être exposé, ça fait qu'on y croit? C'est pas si sûr que ça. Encore une fois, il y a forcément peut-être cet effet-là, mais c'est pas aussi sûr que ça. Parce qu'il y a par exemple du raisonnement motivé, du fait qu'il y a des prédispositions aussi à croire à certaines formes par exemple de théorie du complot, et on se rend compte qu'il y a une corrélation très forte entre le fait de consommer des réseaux sociaux et le fait de croire à des théories du complot. Mais cette corrélation n'est pas forcément une causalité. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, quand on contrôle
le fait que les gens aient plus ou moins une prédisposition, c'est ce que les psychologues peuvent mesurer, une sorte de pensée conspirationniste, eh bien en fait l'effet disparaît. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est parce qu'on a déjà une prédisposition à croire d'une certaine façon et à faire confiance plus ou moins à certaines sources et pas à d'autres, et notamment à remettre en question l'autorité gouvernementale et les institutions, qu'on va aller chercher activement du contenu conspirationniste sur Internet, mais c'est pas Internet en lui-même qui nous rend conspirationnistes. En tout cas, il n'y a rien, c'est très compliqué de mettre en évidence cet effet, et il y a des raisons de penser que cet effet n'existe pas. Le dernier point, ce sera vraiment un résumé de, de l'article qu'on a écrit. Le dernier point, on peut le voir notamment dans une conférence de Dominique Cardon, dont la référence est dans l'article. C'est en fait la structure du marché de l'information sur Internet. On dit souvent qu'elle est dérégulée, c'est-à-dire que n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur Internet. Et en soi, c'est vrai, mais la question à se poser, je pense, c'est plus si on analyse cette structure de l'information, malgré le fait que localement elle est dérégulée, est-ce que macroscopiquement, il n'y a quand même pas des structures qui ressortent? Et en fait, ce qu'on peut regarder, c'est typiquement les sites qui sont les plus visibles en fait sur Internet et qui se citent entre eux et qui citent d'autres sites. Comment est-ce qu'on peut comme ça structurer le marché de l'information? Et en fait, ce dont on se rend compte, ce que les sociologues se rendent compte, c'est qu'en réalité, le marché de l'information sur Internet, il n'est pas du tout indépendant du marché de l'information hors Internet, et qu'en réalité, les sources les plus vues, les sources auxquelles on est les plus exposés, ça reste les mêmes que à l'extérieur, entre guillemets, c'est-à-dire en fait les plus grands médias. Et du coup, quand on regarde vraiment la structure de du marché de l'information sur Internet, malgré le fait que localement ça soit dérégulé, en fait, c'est pas une notion spécialement pertinente. Ce qui est plus pertinent, selon ces sociologues-là, ce qui est plus pertinent, c'est le fait qu'en fait, les médias les plus visibles, c'est toujours en fait les plus grands, les médias qui sont déjà les plus visibles à l'extérieur, quoi. Donc en gros, le marché de l'information sur Internet se modèle sur un marché de l'information qui existe, et la plupart des news, la plupart des choses qu'on peut voir sur Internet auxquelles on est exposé, en fait, ce sont des news produites par des journalistes, quoi. Alors c'est intéressant de partir sur ce constat parce qu'on va voir s'il est partagé à la fois par Divina et par Sébastien. On va commencer avec vous, Divina. Vous avez pris des notes. Est-ce que vous êtes d'accord? Il a mis le pied, le pied dans le plat, les pieds dans le plat directement. Jérémy Attard, est-ce que vous partagez cette analyse? Alors, je rejoins les pieds dans le plat, alors, on va dire. Je pense que là, les chercheurs aussi, alors, du côté de l'éducation aux médias et à l'information, hein, dont je viens, sont assez d'accord pour dire qu'il y a une espèce de trompe-l'œil de la désinformation, parce qu'il y a une sorte de panique médiatique en ce moment, hein, qui est notamment alimentée par les gros influenceurs que sont les grands médias traditionnels, hein, et qui voient bien leur part de marché, en quelque sorte, hein, mise de côté par les médias sociaux. Mais c'est vrai que nous aussi, on remarque qu'il faut relativiser la place de la désinformation dans le trafic médiatique mondial, hein, sans parler de la portée réelle de la désinformation. Donc, effectivement, faire attention à cela, hein. Il faut davantage travailler sur des sources d'informations fiables, hein, et que sur la désinformation telle qu'on l'a fait là. On a des recherches, notamment d'Hugo Mercier, hein, qui suggèrent qu'il faudrait mettre davantage de ressources, hein, et les consacrer à l'amélioration de l'acceptation d'informations fiables plutôt que de lutter contre la désinformation. Vous voyez, donc changer la focale, hein, changer la loupe, hein, de perspective, hein. Quand on regarde du côté toujours de la recherche, hein, désolé de faire cette focale-là, mais c'est important parce qu'on commence à en avoir, hein. Ce qu'on voit, hein, c'est que quand on met en place des montages des mécaniques, hein, de la désinformation, ça marche, hein. Du côté de l'éducation aux médias et à l'information, les projets qui existent, qui présentent les mécaniques de démontage, hein, comme une solution assez rapide, hein, pour lutter contre les risques démocratiques, hein, causés quand même par ce fléau, montrent donc qu'il y a des résultats d'une certaine efficacité, hein, mais que si ces messages peuvent modifier les perceptions, hein, et les croyances en matière de désinformation, ça ne peut pas se faire d'un seul coup, hein. C'est pas rapide comme solution. Il faut plusieurs messages, il faut développer, hein, des programmes à plus long terme, avec plusieurs sessions, plusieurs types de messages. C'est cohérent avec des synthèses, nous aussi, qu'on a fait de recherche sur l'éducation aux médias depuis un certain temps. Et qu'est-ce qu'elles montrent, ces recherches? Elles montrent que les interventions d'éducation aux médias
sont souvent liées au contenu des médias. On apporte des connaissances, on lève l'esprit critique, et c'est plus efficace, excusez-moi, j'ai pas arrêté mon téléphone, c'est plus efficace et plus nombreux que les informations liées au changement de comportement à l'égard des médias, au changement d'attitude. C'est le même phénomène, si vous voulez, qu'on observait dans l'ancien temps, si je puis dire, par rapport à la publicité. On a fait plein de formations qui montraient que les représentations publicitaires, par exemple, font du greenwashing par rapport à l'environnement. Elles montrent qu'on peut mettre des voitures dans des paysages magnifiques et il n'y a pas de pollution, par exemple. Tout ça, on peut le décrypter, pas de problème. Mais ça ne détourne pas les gens de consommer la pub. Alors, il y a toute une structure qui garde la pub en place, notamment l'accès gratuit au contenu, qui fait que les gens vont pas s'opposer. Ils font attention, ils adhèrent pas, mais voilà. Et pareil avec la désinformation, c'est un peu pareil. On peut démonter ces mécanismes, mais la structure économique des plateformes, elle la garde en place et l'usager la supporte pour avoir accès à d'autres types de contenus. Voilà. Pour moi, c'est un peu ce qui peut expliquer fondamentalement à part les biais cognitifs, mais là je suis moins compétente, le sentiment qu'on a tous que démonter la mécanique ne mène pas nécessairement à un changement d'attitude, parce que ça prend du temps. Et surtout, ça suggère que nous, en éducation, médias et l'information, tous les praticiens dans la salle, là, faut peut-être qu'on change notre fusil d'épaule et qu'on mette beaucoup plus la focale sur le changement de comportement avéré à long terme. Et bon, et c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de faire à Savoir Devenir, l'association que j'ai cofondée avec Pascal Garot, c'est vraiment de mettre en place des projets sur le long terme qui permettent de mettre en place des ateliers qui donnent la main aux participants et notamment aux jeunes, parce que plus on s'approprie, plus on va changer de comportement. Et nous, dans nos évaluations, c'est le changement de comportement qui compte. Alors, c'est ce qu'on fait dans le projet YouVerify, par exemple, dans le MOOC des informations pas à pas, où par exemple on a créé un Padlet qui a été pas mal fréquenté, où les participants s'approprient le sujet, mettent leurs propres thématiques, font leurs propres réfutations. On y a mis aussi des jeux sérieux, figurez-vous, parce qu'il ne faut non plus pas trop se prendre au sérieux, pour donner aussi la parole à ceux qui jouent. Et nous, on est particulièrement fiers du jeu Permis de penser, bien sûr, développé avec Freya, qui travaille l'esprit critique et permet aux jeunes de se parler entre eux, de parler avec les adultes, parce que là, on peut s'assurer qu'il y a du changement de comportement. Alors on va aller du côté de Lausanne où l'analyse est un poil plus pessimiste. Vous êtes vraiment du côté des pessimistes, vous Sébastien. Vous dites que la désinformation est un phénomène opportuniste et adaptatif et que dans 5 ans, il y aura de nouvelles mécaniques, de nouvelles tendances. Finalement, c'est une course à l'armement et par définition, on perd. Non, je sais pas si on perd, mais c'est quelque chose qui finit jamais. Beaucoup de critiques, en fait, de cette panique contemporaine aux fake news et aux théories du complot font remarquer que c'est pas nouveau, que ça a toujours existé dans l'histoire. Et effectivement, c'est pas exactement nouveau que des gens cherchent à manipuler l'opinion publique, cherchent à faire passer des idées fausses pour vraies. Il y a toujours eu de la propagande, des rumeurs. Et que donc, ce qui se passerait aujourd'hui, ce serait pas non plus exactement nouveau, et que le rôle des réseaux sociaux serait plutôt celui, à la rigueur, d'amplificateur ou d'accélérateur, et qui viendrait pas non plus jouer un grand rôle dans le changement de comportement des gens ou leur changement de croyance. Je pense que ce qu'il faut souligner, puis qui a été très bien dit jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, il y a il y a une sorte de hiatus entre comment dire, le niveau de discussion qu'on a autour de ces problèmes et leur rôle réel dans la société, que certains chercheurs veulent plutôt minimiser parce qu'effectivement, c'est pas non plus les fake news, la majorité des news qu'on reçoit, et les gens se replient quand même autour d'informations plutôt fiables parce que ça leur est utile. Et d'autre part,
est-ce qu'il faut pas quand même faire quelque chose ou est-ce que c'est quand même pas un problème qui pourrait empirer ou créer des situations de non-retour où ce serait trop tard. Mais Donc on est en plein on dedans. a peut-être déjà des Oui. exemples. Enfin, il y a le Brexit, il y a l'élection de Trump, où on dit que justement le rôle des fake news a eu un rôle fondamental. Vous dites que Bah, c'est certains toute la chercheurs sont pas question. d'accord, que Non, c'est toute la question. Est-ce que Donald Trump a été élu grâce aux fake news ou grâce à un jeu d'influence sur Facebook en particulier, grâce à certaines manipulations algorithmiques donc, ce qui ressort de tout ça, c'est que c'est pas du tout très clair. C'est pas si net que ça que les réseaux sociaux auraient un impact pareil sur le comportement des gens, en particulier leur comportement électoral. Mais ce que j'avais envie de dire par rapport à la recherche actuelle, qui est effectivement très florissante et parfois très contradictoire, c'est qu'on mesure ce qu'on peut mesurer avec les moyens dont on dispose. On peut demander aux gens s'ils adhèrent ou non à telle ou telle fake news, s'il y a une différence entre leur taux d'adhésion à des vraies news, à des fake news, en rapport avec leur idéologie politique ou avec leur niveau de réflexion analytique et d'esprit critique ou ce genre de choses. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas tellement mesurer. Je dirais que c'est plutôt là que le bas blesse. Par exemple, l'atmosphère que ça met dans une société. Si tout le monde se met à parler de Terre plate, mais que personne croit à la Terre plate, eh bien, on est quand même en train de parler de la Terre plate et pas d'autre chose. Donc, ces fake news ont envahi la parole publique, combien même très peu de monde y adhère. Elles empoisonnent en quelque sorte le débat et la conversation qu'on pourrait avoir peut-être sur des choses plus intéressantes. Ça, c'est très difficile à mesurer, surtout dans des sondages ou dans des expériences de laboratoire. Et c'est encore plus difficile à mesurer sur le long terme, quoi. Comment ça va influencer les gens dans toute une population sur leur rapport direct et indirect. Et surtout, ce qu'on mesure aujourd'hui sous le terme de désinformation ou fake news, est-ce que c'est quelque chose de figé ou est-ce que c'est quelque chose qui va s'adapter progressivement aux attaques qui lui sont faites? Donc, à mesure qu'on comprend comment ça marche, eh bien, on peut penser que les fabricants ou ceux qui font proliférer ces fake news vont s'adapter aussi et vont procéder à des techniques ou des manœuvres nouvelles. Puis c'est ça qu'il faut garder à l'œil et c'est pour ça que je dis que c'est une course aux armements qui risque pas de s'arrêter de sitôt, en fait. mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fact-checking, les dispositifs de fact-checking, c'est caduque. Là, je me tourne vers vous, Jérémy ou Divina. Ça veut dire que ce qu'on a mis en place aujourd'hui comme garde-fou, on se rend compte objectivement, parce qu'on a des personnes qui se remettent en question, que ça ne fonctionne pas forcément. Il faut prendre le mal à la racine et essayer de convertir les plus jeunes parce que c'est cuit pour les adultes. C'est quoi le constat aujourd'hui, Jérémy ou Divina? Je sais pas si Divina veut. Non, mais allez-y, Jérémy, c'est bon. Je laisse Jérémy d'abord. Merci. Euh, ça c'est Ça marche ou pas le décodage, le débunkage, tout ça ou ça, c'est- je suis pas au fait de ces études-là, mais ça doit être testé. La question qu'on se pose, nous, en tant que formateur ou éducateur, on va dire, à l'esprit critique, donc ce qu'on fait dans le quotidien, les questions qui se posent, c'est en fait, est-ce que ça sert à quelque chose? Donc c'est pas du débunkage directement, des choses sur Internet, c'est en mode un peu plus en amont, entre guillemets, parce que c'est aussi dans des publics de doctorants et de doctorantes, donc c'est pas forcément des très jeunes, mais quand même. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'éduquer aux outils de l'esprit critique, aux pièges de la pensée, aux pièges de raisonnement, est-ce que ça sert ensuite à quelque chose ou pas? Et c'est des trucs tout nouveaux, donc clairement, il peut y avoir des effets, parfois il y a moins d'effets. Les études dans le détail, je connais pas encore le résultat. Ce que je sais, c'est que ces études-là existent et qu'elles sont neuves, relativement neuves. Et il y a quoi alors? Un sentiment d'inefficacité? Qu'est-ce qui en ressortirait? En fait, c'est toujours pareil. Il ne faut pas confondre notre propre sentiment individuel avec une réalité plutôt macroscopique. Et du coup, nous, on peut, si on traîne sur Twitter et qu'on est abonné à plein de comptes de désinformateurs, on aura l'impression qu'on va lutter contre une montagne. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette montagne, elle existe ou est-ce qu'on est en train de regarder un petit rocher de très près, quoi. Et,
Et je sais pas où je vais vraiment avec cette métaphore-là, mais je crois que vous avez compris l'idée, quoi. Et du coup, c'est ça. Et la vraie question, c'est ça, c'est que nous, on peut forcément, vu qu'on est très sensible aux erreurs de raisonnement, etc. Bah, du coup, on va tout de suite les voir et on va avoir l'impression qu'on 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 sert à rien ou que c'est tellement compliqué qu'en fait, ça sert à rien ce qu'on fait. Donc la question, c'est C'est est-ce que toujours pareil, il c'est faut prendre du recul, quoi. voilà, est-ce que c'est Et dû à l'inefficacité intrinsèque de notre démarche ou à notre perception? Vous dites attention à la perception. bah ouais, ben, c'est un peu ce qu'on dit d'ailleurs quand on enseigne l'esprit critique, c'est attention à la perception individuelle d'un phénomène social typiquement complexe. On ne voir que une toute petite partie de ce phénomène-là et c'est compliqué de conclure. Donc ça, je suis pas au fait Non, mais Divina veut nous le dire. Alors c'est efficace ou c'est pas efficace? Parce que dit, vous dites c'est inefficace, vous sciez sur la branche sur laquelle vous êtes assise. C'était peut-être un petit C'est à taquet moi. sympa, oui, parce que vous êtes à Oui. distance. Ouais. Alors, la branche sur laquelle je suis assise, qui est celle de l'éducation aux médias d'information, elle n'a pas attendu la désinformation pour se créer, hein. Donc bon, quand même, il se trouve que là, on a affaire à une urgence ou à un ressenti d'urgence. Je crois que, bon, on est d'accord sur le fond qu'on a un phénomène complexe et qui est nouveau, et que dans ces cas-là, il faut essayer plusieurs solutions parce qu'il y a plusieurs intelligences, plusieurs adaptations. Euh, Disons que du côté, alors s'il faut répondre sur le fact-checking et son efficacité, je m'en mouillerai moins que sur l'éducation aux médias à l'information. Il commence à être remis un peu en cause, hein, en disant que ça marche, mais dans un petit groupe, un peu comme une chambre d'écho, hein, autour des journalistes, et que donc ça n'atteint pas nécessairement ceux qui sont tout à fait passés dans la radicalité autre. Euh, et surtout, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, ça n'arrête pas les politiques. Ils trouvent plein de moyens de tourner autour, ils deviennent de moins en moins précis dans leurs propos, hein. Et donc, ils trouvent comme ça un moyen de contourner, hein, le fact-checking. Donc, voilà, ils se sont adaptés aussi d'une certaine manière à nous de suivre. Peut-être deux choses que je rajouterais, c'est que ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est qu'on se retrouve avec deux contrats euh, humain en quelque sorte. Un qui est l'ancien contrat d'information avec les masses médias, mais qui semble aussi se produire sur les médias de masse, hein, et les médias sociaux, puisque apparemment les plus gros influenceurs, c'est les médias de masse, hein. Vous voyez un peu le complexe là-dedans, hein, le vortex, comme diraient les gens du cortex. Voilà, hein, donc là, il faut le refonder, ce contrat d'info, hein, sur les preuves, les faits, encore et encore, la transparence, les sources, et il faut continuer à former là-dessus, hein. Et puis, il y a ce travail au corps, hein, par le contrat de com. Parce que c'est un contrat de com, le contrat des médias sociaux. C'est le contrat de je te donne, tu me donnes, ah, c'est marrant, c'est bizarre, t'as vu ça, quel scandale, hein, qui est basé sur la proximité, le partage, hein, voilà, et qui est de l'opinion, qui n'est pas de l'info, hein, mais qui se fait passer pour, hein. Donc, je crois que c'est le grand écart entre ces deux contrats, hein, qui se retrouvent face à face et pas ensemble, hein, qui crée la fracture de confiance qu'on voit, hein, et qui est aussi une fracture numérique, hein. Voilà, donc déjà peut-être ça. Ça peut être une des façons d'aborder le problème et là-dedans de mettre la désinformation dans un contexte plus large, hein. Et puis, l'autre aspect, je dirais, c'est celui de l'amplification. En fait, bon, nous, dans l'éducation aux médias, je crois que dans le fact-checking, hein, on n'est pas vraiment dans la question de qui construit, hein, ou dans la production de la désinfo, hein. On est dans sa déconstruction. Et il me semble que là où on peut être efficace, changement de comportement, hein, souvenez-vous, c'est dans la diminution quelque sorte de l'amplification, hein, pour réduire un peu, hein, tout ce bruit, hein. On disait, voilà, si tous les platistes n'y croient pas, mais qu'on parle que de ça, bon, vous imaginez le bruit que ça fait. Là-dedans, on n'avance pas à la connaissance, hein, c'est la cata. Donc moi, je pense que nous, on devrait plutôt, y compris tous les porteurs de l'esprit critique, hein, se dire comment arrêter l'amplification. Hein. Comment faire que les gens se rendent compte, hein, qu'ils ne contribuent pas à la connaissance. Alors nous, à Savoir Devenir, on a décidé d'aborder cela aussi du côté des algorithmes d'amplification et de recommandation, en disant qu'ils sont une partie du problème, hein. Et donc, on a, si vous voulez,
on travaille ce qu'on appelle l'algolittératie. Et hop, je vous ai envoyé le gros mot là. On travaille l'algolittératie comme une des composantes de l'éducation aux médias et à l'information. Vous voyez, on ne laisse pas aux informaticiens, on ne laisse pas ça dans l'obscurantisme de ce qu'il y a derrière dans la boîte noire. On se dit, il faut le mettre sous les regards du projecteur. Il faut rendre les gens conscients du rôle des algorithmes dans la recommandation et l'amplification de leur message pour ne pas se faire piéger. Et du coup, relativiser l'importance de certains contenus et le besoin de cliquer pour les répercuter. Voilà, donc pour nous, l'algolittératie, c'est un peu une façon de positiver le phénomène de la désinformation, en faire un apprentissage, un passage derrière la scène, dans les coulisses des algorithmes. Et on a un projet qui s'appelle Crossover, qui fait ça très bien, on trouve, parce qu'il ne travaille pas sur la désinformation en tant que telle, il travaille sur les parcours de l'info, tels que augmentés, facilités, choisis, déterminés, triés par les algorithmes. Et là-dedans, on peut exercer son esprit critique en voyant, presque en visualisant les parcours d'une info ou d'une infox. Et avec des outils intelligents, donc comme le dashboard qu'on a développé avec Check First dans Crossover, mais aussi comme le plugin de InVid We Verify avec l'AFP, on peut donner comme ça des outils de vigilance et d'action aux gens. Ça permet de changer le comportement si on sait qu'on a des outils à disposition, si on sait qu'on a à disposition des fact-checkers, des data scientists qui travaillent avec nous, on n'est pas seul sur ce phénomène. Voilà. On a des petits soucis de micro. Sébastien, vous partagez l'analyse de Divina? Ces outils-là, c'est utile, c'est bien, c'est trop peu, c'est trop tard, c'est au bon moment? Non, moi je pense qu'on a besoin de pluralisme, donc toutes les initiatives sont les bienvenues. Et il y a certainement une place très importante à garder pour le fact-checking et pour l'éducation aux médias, pas seulement pour les enfants qui, eux, dans une vingtaine d'années, auront un environnement tout à fait différent de toute façon, donc il faudra reprendre ça, mais aussi pour les adultes. Dans la mesure du possible. Donc il y a un problème d'accès, comme ça, comment vous allez parler aux gens et les éduquer à des phénomènes qui sont nouveaux, puis parfois un peu incompréhensibles encore. Mais il y a une autre partie que j'aimerais souligner, puis celle qui m'inquiète plus, quoi. Disons que je ne suis pas spécialement inquiet par rapport à la facette, disons, crédulité des gens qui pourraient tomber dans le panneau. Bon, ça arrive à tout le monde, des fois on se trompe, généralement on apprend de ses erreurs, on a partagé un truc qui était faux, on nous l'a fait remarquer, et la plupart du temps, les choses se passent bien, se redressent. L'autre partie, c'est le phénomène plutôt actif de la désinformation, où les gens vont partager ou soumettre des idées fausses dans un but opportuniste, idéologique et stratégique. Et c'est plutôt ça qu'on voit aujourd'hui. Pas nécessairement pour faire croire des choses fausses, mais pour perturber l'environnement épistémique actuel, pour semer du trouble, pour faire du clash et du buzz, dans un but totalement, on va dire, cynique, quoi. Et ça, c'est pas une partie à laquelle vous accédez via l'éducation, puisque la plupart du temps, ces gens savent très bien ce qu'ils font. Et je dirais même qu'il y a un problème, enfin, il y a une sorte de paradoxe supplémentaire, c'est que comprendre comment fonctionne la désinformation, évidemment, ça peut aider à se défendre contre la désinformation, mais ça peut aussi aider à en faire. Ça peut aider à en produire. On connaît tous des gens qui connaissent par cœur tous les sophismes, tous les biais cognitifs, etc., puis qui s'en servent pour défendre des idées mauvaises ou des idées fausses ou des idées stupides, puisqu'on peut mettre l'intelligence, la créativité au service d'idéologies, de stratégies de manipulation. Donc ce problème-là, pour moi, il est plus sérieux. Et j'ai pas de solution pour ça. C'est un truc qui est difficilement accessible et qui est en plus pervers puisqu'il a tendance à s'adapter. Enfin, je veux dire, la Russie propose des sites de fact-checking. La Russie propose des sites de vérification des informations à leur propre fin. Donc,
cette manière de réutiliser, de réexploiter les armes de la déconstruction et de l'esprit critique à des fins idéologiques personnelles, on va pas le régler facilement, Mais il y quoi. a quand même C'est ça peut-être qui m'inquiète. des contre-feux qui émergent, des nouvelles façons d'aborder cela. Elle le décrivait un petit peu Divina sur approprier les algorithmes, il y a des alternatives qui émergent. Vous pensez que, euh, j'évoquais le terme de course à l'armement tout à l'heure, qu'on est toujours un petit peu en retard par rapport à la production d'un Fox, de fake news où on peut peut-être corriger, rattraper le truc? Ok, vous avez entendu la fin de la phrase? Visiblement non. C'est pour moi, là, Boris? Non, 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 pardon, je continue avec Sébastien. Ah, pardon. C'est pratique Zoom, hein, c'est Euh, bien. oui. Euh, bah, des, des contre-feux, c'est comme les virus informatiques. Il faut les refaire et les mettre à jour sans arrêt parce que les virus eux-mêmes, ils changent. Donc, c'est très. Enfin, je suis pas en train de dire que tout ça est inutile. Je pense qu'il faut faire un job qui est épuisant, qui est permanent, où il faut sans arrêt vérifier les nouvelles bêtises qui circulent, sans arrêt les débunker, proposer des outils pour s'en prémunir le mieux possible. Mais de l'autre côté, bah, vous avez des gens qui cherchent à bénéficier de ces stratégies, qui cherchent à les contourner, qui cherchent à s'y adapter. Donc, il faut être attentif à ça, puis pas disons que se replier sur des stratégies ou des méthodes toutes prêtes qui serviront en toutes circonstances. Je pense qu'on est engagé sur un long voyage où rien que dans les 40 dernières années, les thématiques autour de la propagande politique, de la manipulation de l'opinion, de la circulation des rumeurs, a beaucoup évolué, quoi, dans quelque chose qui ressemble pas du tout à ce qu'on peut lire dans la littérature des années 60. Donc, on doit s'adapter, on doit sans arrêt refournir des nouveaux outils d'analyse. Jérémy, de votre côté, vous pensez il faut quand même y aller? Oui, mais je voulais. En tant que vulgarisateur, vous ne lâchez jamais la rampe. Oui, oui, alors après, c'est toujours la question de quels exemples on prend pour éduquer à l'esprit critique. Et moi, ce que je voulais juste, c'était un peu ouvrir cette question-là, euh, en disant qu'en fait, des pensées extrêmes ou vraiment des théories du complot, ou des fake news, mais vraiment très, très, enfin, qui nous paraissent complètement ahurissantes, très souvent, en fait, on n'y adhère pas parce qu'on a réfléchi, ou alors, enfin, on n'y adhère pas parce qu'on s'est dit, ah oui, 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 j'y adhère de A à Z. C'est qu'en fait, on avait déjà des prédispositions à y adhérer et qu'on y adhère parce que ça a fait du sens et ça met un sens sur la situation qu'on vit. Et typiquement, si on a des théories du complot qu'on a beaucoup vu pendant les Gilets jaunes, etc., avec beaucoup de mépris en fait de la part des élites même des fact-checkers en général sur ces croyances-là. En fait, ce qui est derrière, c'est que si on a des groupes qui sont exclus du pouvoir et qui adhèrent à ces croyances-là, en fait, les croyances, c'est un contenu, mais le contenu en lui-même de la croyance n'a pas beaucoup d'intérêt en fait. C'est comme les platistes. Si la Terre était vraiment plate, ils seraient probablement pas des platistes, ils seraient des globistes, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le contenu en lui-même de la croyance, parfois n'a pas d'intérêt en lui-même. Parce qu'en fait, c'est le fait d'y adhérer qui met du sens sur la situation que l'on vit. Et si on est dans des groupes qui sont exclus du pouvoir politique, qui sont discriminés politiquement, etc., bah, en fait, adhérer à ces trucs-là, c'est mettre du sens sur ce que l'on vit. Et typiquement, la théorie du complot, c'est pour ça que c'est si puissant, c'est parce qu'on met un sens hyper simple à comprendre sur en fait bah, le fait qu'on est dans des situations de domination extrême. Mais ça veut dire qu'il y a Et, une asymétrie dans ce qu'on peut leur proposer pour contrebalancer ça. mais C'est tellement séduisant et puis ça vous donne ben, une force, une valeur. ouais, mais Partie de ceux qui savent. en fait, c'est un truc que moi je connais pas personnellement, donc je peux pas parler à la place de ces personnes qui adhèrent à ça, mais de ce qu'il en ressort, c'est qu'en fait, nous, si on arrive et qu'on dit mais regardez, votre théorie du complot elle est fausse, ben, en fait, on passe pour des chiens de garde, et c'est normal en fait, parce que pour eux, on va juste être perçus comme des gens qui protègent le pouvoir. Et alors que ce qu'on dit est parfaitement objectivement vrai, etc. Enfin, c'est très pertinent, mais en fait, le contenu, dans certains cas, hein, pas toujours bien sûr, mais dans certains cas, le contenu de la croyance n'a aucun intérêt en lui-même en fait. C'est le fait d'y adhérer qui a un sens. Et du coup, en fait, on peut balancer tant de fact-checking qu'on veut. Dans ce cas-là, on va plutôt
auto-entretenir. Enfin, c'est un phénomène qui va s'auto-entretenir parce que du coup, bah, c'est peut-être à ces personnes-là qu'il faudrait, entre guillemets, le plus donner d'outils. Mais en fait, le fait même de leur en donner de la part justement de fact-checkers qui, eux, la plupart du temps, sociologiquement, ne sont pas exactement dans les mêmes groupes, sont pas forcément au pouvoir non plus, mais en tout cas ont par exemple un capital culturel plus élevé, etc. Bah, en fait, ça va être vu comme une violence, une énième en fait violence de classe entre guillemets quoi, en tout cas de niveau social. Et du coup, en fait, on n'a aucune chance de les convaincre parce que on va juste passer pour les énièmes pour les énièmes bergers qui veulent faire rentrer les moutons dans l'ordre quoi. Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est inutile ce qu'on fait, mais il faut absolument garder ça à l'esprit et dire qu'en fait parfois le contenu de la croyance en lui-même n'a pas d'intérêt en fait intrinsèque. Ça peut être un bon exemple pour nous pour regarder un petit peu les rhétoriques qu'il y a derrière et les pièges, mais sur ces personnes-là, ça n'a aucun intérêt. Alors, on va laisser Donc il faut mieux. Divina réagir Pardon, ouais. sur ce que vous avez dit, parce Ouais. que là, il y a pas mal de choses. Divina. Oui, je reconnais bien là le provocateur. Non, je suis assez d'accord sur cette question de donner du sens, hein. Et je crois que ce que ça nous montre, cette énorme crise, hein, c'est qu'on a besoin de redonner du sens à ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que la citoyenneté, avec des enjeux très différents du 21e siècle qui ne sont pas abordés et qui font qu'il y a une crise de la confiance, hein. Donc là, il y a vraiment des leçons à tirer. Euh, je pense, c'est pour ça que moi, je milite beaucoup pour une approche de l'éducation aux médias et à l'information euh, à part entière, en fait, comme un enseignement à part entière, pas un domaine transversal hein, comme c'est maintenant. Et encore, on peut se féliciter hein, qu'il y ait une circulaire du ministère de l'Éducation nationale qui prône la généralisation de l'EMI, hein. En France, on est quand même en avance là-dessus, mais ça n'en fait pas une matière. Et pour moi, c'est très problématique. Il faut que ça fasse partie du tronc commun de base dès le plus jeune âge et que ça aide les jeunes à questionner, hein, y compris à questionner les positions des hommes et des femmes politiques, des médias. Hein. Vous m'entendez toujours là? On est toutes, oui. Oui. Euh, d'accord. Et donc, vraiment recréer, si vous voulez, hein, refonder un contrat de citoyenneté pour le 21e siècle. Hein. Les vrais problèmes sont quand même autour de l'environnement, par exemple, autour de la pollution numérique. C'est des problèmes qui préoccupent les jeunes et nos élites, effectivement, on donne le sentiment qu'elles ont décollé, quoi. Elles sont dans une autre réalité alternative. Hein. Donc, ça sape le contrat de confiance. Hein. Et donc, il y a une urgence, moi, il me semble, hein, à ce qu'on se mette autour de la table tous pour aider hein, à donner confiance en la science, donner confiance dans les faits. Et avec tous les acteurs de l'éducation aux médias, hein, on essaye en ce moment de se coordonner nous-mêmes hein, pour contrebalancer hein, cette course aux armements dont parle Sébastien. Hein. Nous, on essaye de faire au contraire une large coordination hein, des gens de bonne foi, si je puis dire. Hein. Je vous invite d'ailleurs tous à aller demain à la réunion qui va avoir lieu hein, avec mes collègues de What the Fake et puis de l'APL. Qui vont essayer de monter avec vous et recueillir vos avis sur à quoi pourrait ressembler en France de nos jours hein, une coordination autour de l'éducation aux médias et à l'information pour redonner, reconstruire la confiance, redonner du sens à la démocratie d'aujourd'hui. C'est un vieux système qui est quand même le moins mauvais que l'on connaisse pour le moment. Demandez aux Russes. Le souci, c'est que dans ce type d'événement, on est tous convaincus. Tout va bien. C'est les gens à l'extérieur, c'est ceux qui sont dans la croyance, comme le disait Jérémy, qu'il est beaucoup plus difficile de faire bouger. Enfin, si c'est notre ambition. Peut-être un dernier mot positif de la part de Sébastien. L'avenir est radieux hein, du côté de Lausanne et dans l'absolu pour l'esprit critique. Allez, dites-nous des choses qui vont nous rasséréner. C'est pas mon exercice où je suis le meilleur, Oui, mais oui, j'avais compris, ouais, j'étais ironique. oui, non, des raisons d'être optimiste, c'est peut-être, je veux dire, c'est sûr qu'il y a une grosse demande quoi en ce moment, une demande presque autoritaire quoi, des pouvoirs publics. Qui disent, aidez-nous à faire quelque chose quoi. Il faut éduquer cette jeunesse qui croit à des absurdités. Il faut remettre les gens dans le droit chemin rationnel, épistémiquement correct, etc. Et donc
ça peut être perçu comme une démarche autoritaire et finalement assez hypocrite de convaincre les gens de, dans le fond, penser correctement. Ils pensent mal. Évidemment, ça peut être très mal reçu. J'ai envie de dire que ça a été très bien souligné avant. Il y a là derrière une thématique qui dépasse de loin celle de l'esprit critique ou de la psychologie cognitive, des biais cognitifs et de ce genre de choses. On a affaire à des phénomènes de fond qui sont historiques, culturels, économiques, logiques, politiques. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir changer en altérant juste un algorithme ou en enseignant de l'esprit critique aux plus jeunes, puisqu'on a un problème global, général et assez sérieux et grave en ce moment. Donc, ironiquement, on veut dire faire un monde meilleur et vous aurez plus tous ces problèmes. Les fake news, ça deviendra un truc dérisoire, un truc marrant, comme des rumeurs qui circulent, des légendes urbaines, des trucs comme ça. On n'arrivera pas à les éradiquer, puis c'est tant mieux. C'est une circulation des idées, parfois des idées absurdes, qui convient à toutes les sociétés. Mais pour ça, il faut créer un monde meilleur. Je ne sais pas si quelqu'un a la solution pour ça. Moi, je ne l'ai pas, mais ça va demander quand même pas mal de ressources pour y arriver. La bonne nouvelle, je dirais, c'est qu'on n'est pas non plus obligé de mettre des efforts démesurés pour arranger les choses, puisque c'est généralement des mouvements oscillatoires historiques qui font que les choses finissent par se tasser, et par devenir, pour ainsi dire, au gré des circonstances et du hasard, par devenir un peu mieux, quoi, comme ça. Donc peut-être, au lieu de s'énerver, comme ça, il faut juste attendre que les choses s'améliorent. Oui, Je ne sais mais pas si c'est très optimiste. on morfle dans Mais l'intervalle. On souffre dans oui, l'intervalle. bah oui, mais si vous cherchez des coupables ou des solutions pour arranger ça, rien ne dit que vous améliorez le problème. Peut-être que vous êtes en train de le perpétuer ou de l'empirer. Je sais pas, moi. Ça, c'est des choses qu'on peut pas mesurer exactement avec la recherche actuelle. C'est pas très clair exactement où tout ça nous mène. Donc, il faut faire preuve aussi d'une certaine humilité, une certaine patience pour voir un peu comment les choses peuvent éventuellement changer sans qu'on ait véritablement à faire le forcing pour obliger les gens à ne plus partager des choses stupides sur Internet. Je ne sais même pas si une telle chose est envisageable ou souhaitable, quoi. Mais peut-être que trop d'idiotie ou trop de théories du complot finit par tuer les théories du complot, puisque leur attrait, comme disait Jérémy tout à l'heure, est plutôt dans leur capacité à signaler une posture dissidente et avant-gardiste qui se distingue des moutons plutôt qu'en fonction de leur contenu à proprement parler, qui pour moi sont même pas en fait des croyances. Divina, vous souhaitez ajouter? Non, enfin, dans le contexte Covid dans lequel je suis, je me dis que la désinformation, c'est une piqûre de rappel. Piqûre de rappel qu'il ne faut pas s'endormir sur la démocratie, il ne faut pas s'endormir sur les valeurs. Euh, Elle nous donne un choc qu'il faut positiver, enfin, il faut le transformer en quelque chose de constructif pour se repositionner tous ensemble, notamment avec les gens des centres et pas les gens des extrêmes, pour redonner du sens à notre vivre ensemble. Donc il faut le prendre, à mon avis, de ce côté-là, en se servant de toutes les mauvaises leçons qu'on apprend là, y compris du rôle que la technologie peut avoir pour nous aider, surtout donc euh, contrôler un peu cette amplification, hein, en redonnant la main sur l'amplification aux usagers eux-mêmes. Souvent, moi j'ai des gens qui me disent, mais je ne comprends pas, j'ai fait un petit tweet de rien du tout entre amis, ça s'est viralisé. Donc on voit bien que tout le monde n'est pas nécessairement, hein, dans la production mal intentionnée de contenus viraux. Là aussi, on voit bien que on peut, et là je fais allusion à l'IA, hein, qui arrive et qui permet aussi de commencer à contrôler un peu cette amplification. Donc je pense qu'on va devoir mieux comprendre les outils qui nous entourent, hein, parce qu'on a quand même joué un peu les apprentis sorciers, euh, et puis commencer à s'adresser aussi à certaines sources, hein, comme par exemple la régulation de ces médias sociaux
qui font leur modèle d'affaires quand même hein, de cette amplification et de la désinformation avec une mauvaise foi évidente. Hein, et Frances Haugen l'a bien dénoncé avec Facebook et autres. Hein. Donc je crois qu'il faut arrêter de se martyriser aussi trop les uns les autres là et d'aller voir structurellement et pas individuellement ce que la désinformation signifie pour ces énormes plateformes hein, et comment on peut aussi aider à arrêter cela à la source. Hein. Donc, je voudrais bien finir sur une note un peu positive dans cette affaire, en se disant qu'on a beaucoup appris et qu'on va continuer à apprendre, et que effectivement, il faut réduire la portée hein, de la désinformation. Et ça veut dire aussi, du coup, augmenter hein, le grand angle de la science, de la connaissance, hein, et se redonner confiance les uns les autres. Merci à tous les trois, on peut vous applaudir avec chaleur. Désolée d'être à distance. On va pas encore vous laisser tranquille, Divina. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va faire passer un micro. Est-ce qu'il y a une personne en charge du passage de micro? Donc je vais me dévouer. Pendant ce temps, Jérémy va nous raconter une blague. Allez-y, Jérémy. Je suis assez mauvais sur ça. Non, je vais pas vous raconter de blague, hein. Désolé. Faites-moi signe. Oui, on va d'abord madame et ensuite vous. Monsieur, donc. Alors, juste une petite remarque, parce que tout à l'heure, la question a été posée dans la discussion sur est-ce qu'on a des outils pour lutter, pour le debunking, etc. Et je voulais signaler le pré-bunking qui a été étudié. C'est une notion il y a eu quelques publications scientifiques qui ont montré une efficacité. Il y a un autre élément que je trouvais assez intéressant, c'était l'utilisation de jeux comme Get Bad News, qui a été évalué également, qui a eu un impact de réduction de 30%, je crois, si je me souviens bien de la publi, de partage de faux contenus. Alors le Get Bad News, c'est tout simplement un jeu vidéo où on apprend à faire des fake news. Et l'objectif est d'avoir le maximum de followers. Et tout au long du jeu, on va découvrir toutes les mécaniques qui permettent en fait de devenir viral. Et ça permet à la personne, c'est ce qui a été montré comme étant le plus efficace scientifiquement, c'est la pensée paradoxale. C'est-à-dire quand on exagère quelque chose, quand on montre justement l'absurdité d'une chose, on arrive c'est l'intervention qui semble être la plus efficace. Il y a également des interventions, c'était juste des petites choses que je voulais signaler auxquelles je pensais, parce que j'ai fait un peu de biblio dessus. Il y avait une question un peu plus générale que je voulais poser. C'était... Je pense qu'on a beaucoup traité des fake news qui viennent de personnes totalement malveillantes parfois, ou vraiment bien établies comme étant des fake news. Mais il y a des choses qui sont vues comme étant bienveillantes et qui ne sont pas toujours catégorisées comme fake news. Je pense par exemple à quelque chose de très banal, quand on va acheter une crème anti-âge dans une grande surface ou n'importe où. Voilà. Ça, c'est de la fake news également, parce que anti-âge, c'est totalement faux. Et c'est également une pression sociale qui est exercée par le système qui nous entoure. C'est-à-dire que cette fake news, elle est organisée, à mon sens, par... alors, c'est pas un complot, c'est pas une organisation volontaire, on ne va pas devenir complotiste, mais les entreprises ont intérêt à propager une image de lorsqu'on est vieux, on n'est pas bien, etc., etc. Il faut rester jeune, il faut avoir l'air jeune. Et donc, du coup, à promouvoir cette image et ainsi à vendre des choses qui sont totalement farfelues, comme une crème anti-âge. Et je pense que ces mécanismes-là ne sont pas suffisamment dénoncés, à mon sens. Et je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que, également dans la société en général, il y a aussi un problème de fake plus institutionnel, moins visible, moins marquant, et qui ont un impact sur notre perception du monde? Ouais, mais je peux commencer du coup, ça reprend un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure sur en fait qui sont les personnes qui croient à telle ou telle fake news. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une sociologie derrière, il y a des structures quand même, il y a des choses qui se dégagent. Et du coup, la question se pose de savoir
qu'est-ce qu'on peut faire quand même? En fait, moi, je pense que concrètement, ce qu'on peut faire, bah, c'est diversifier les exemples que l'on prend pour fact-checker, entre guillemets, ou même dans les cours d'esprit critique que l'on donne ou les formations, bah, de diversifier les exemples que l'on donne, en fait. Et en fait, il y a énormément de fake news institutionnelles. Enfin, c'est pas vraiment des fake news. Alors déjà, parfois, c'est des fake news, bien sûr, c'est des mensonges. euh, et parfois, c'est juste des idées diffuses un petit peu. Par exemple, je sais pas moi, l'idée du mérite qui va potentiellement nier pas mal de déterminismes sociaux, donc qui va être pseudo-scientifique aussi, puisque ça va nier des choses que l'on connaît par ailleurs en sciences sociales. Ça peut être sur la pauvreté, ça peut être sur la prison, sur la délinquance, sur plein de questions comme ça, qui sont peut-être moins aussi, qui sont des idées reçues. Il y a énormément d'idées reçues derrière. Et clairement, moi je pense que ce que j'essaye un peu de faire, je le fais à mon goût pas encore assez, mais c'est vraiment de prendre principalement ces exemples-là, en fait, de dire la question on se pose quand on fact-check, c'est en fait on tape sur qui, pour qui on bosse, entre guillemets, quoi. Et c'est une vraie question à se poser, quoi. C'est une question de complotiste, en fait, pour qui vous bossez, pour qui vous travaillez. En fait, c'est une vraie question à se poser, pour qui on travaille, en fait. Est-ce qu'on travaille pour, en gros, pour les riches ou pour les pauvres, quoi. C'est très caricatural, mais est-ce qu'on va taper sur des fake news de riches ou des fake news de pauvres, quoi. Ou de puissants et de faibles, entre guillemets. C'est évident pour caricaturer, mais je pense que c'est quelque chose quand même à garder en tête. Et donc ça rejoint exactement ça, toute la publicité, toutes ces injonctions aussi euh, potentiellement à la consommation, mais aussi à la jeunesse, à la beauté, à certaines normes. Ça, c'est des choses qui clairement sont des fake, enfin, je sais pas si c'est des fake news, mais en tout cas, c'est clairement pour moi quelque chose qu'il faut attaquer si on veut que notre pensée critique soit réellement critique, quoi. Enfin, soit vraiment efficace. Mais après, c'est un positionnement, par contre, hein. Ça- c'est un positionnement politique, je pense, de choisir d'attaquer plus ou moins telle ou telle source, quoi. Je sais pas si Divina peut-être, ou Sébastien? Oui, ben, la publicité, j'en parlais tout à l'heure, hein, la publicité, c'est un message spécifique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande hein, que les publicités soient bien séparées par des plages différentes hein, des autres messages dits d'information. Hein. Donc, normalement, les gens sont formés à la reconnaître. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'abandonner, parce que c'est marrant, hein, parce que voilà, mais ça envoie, on le sait, des messages de style de vie. Donc, je suis vraiment désolée d'apprendre que les crèmes anti-âge ne vont pas me faire perdre mes rides, mais je le savais un peu quand même en regardant la pub, parce que c'était de la pub. Bon, je rigole, mais ça plaide pour l'éducation aux médias toujours, hein, c'est-à-dire que si les gens sont formés, mais c'est aussi régulé, hein, on a dû réguler la séparation hein, de la publicité et de l'info. Bon, et donc il faut qu'on fasse la même chose hein, d'une certaine manière du côté des médias sociaux, hein, c'est à ça qu'aide la modération, etc. Je voulais revenir sur l'exemple du jeu de l'Université de Cambridge qui fait un peu de bruit et qui parle de pré-bunking, hein, on parle en français de pré-bunkage, Burke, et parfois d'inoculation. Parce que je trouve le procédé problématique du point de vue de l'éducation aux médias. L'éducation aux médias, bien sûr, comme elle vous avertit des mécanismes, elle vous prépare. Hein. Le pré-bunking, c'est une préparation. On reconnaît les mécanismes, etc. Est-ce que ça change les comportements? C'est pas sûr. Le fait de faire une fake, pour moi, ne change pas un comportement. Ce qui peut inciter à changer le comportement, c'est de créer des réfutations. C'est-à-dire comment, là-dedans, on va créer un message contre, hein, un message qui va faire passer la vraie info, le vrai fait avéré, le vrai élément scientifique, de connaissance scientifique important à garder. Hein. Et je pense que là, on se trouve pris les uns et les autres hein, dans l'urgence de trouver des solutions rapides ou des solutions ludiques. Dieu sait que nous défendons les approches ludiques, hein. Mais il y a ce risque hein, de déraper aussi hein, dans nos propres façons de concevoir la lutte hein, contre la désinformation. Il faut faire attention à cela. Hein. Donc, le pré-bunkage, oui, pour moi, le meilleur pré-bunkage, c'est l'éducation aux médias, à l'information. Si on s'appuie sur des jeux comme permis de penser, par exemple, tant mieux. Hein. Mais il faut se méfier de ces gens qui disent que c'est une solution rapide, immédiate, les gens reconnaissent, etc. Et je trouve ça un petit peu opportuniste. Donc voilà, je voulais simplement alerter un petit peu à cela. Merci. Et du coup, pour monsieur et madame tout le monde qui n'est pas dans la sphère des débunkers ou des vulgarisateurs, est-ce que justement pour nous, c'est pas plus intéressant de, vu que en fait, au final, on a compris que il y a une motivation derrière le fait d'adhérer à ceci ou cela,
en fait, de justement ignorer au final le discours. Genre par exemple si on est à table et que quelqu'un commence à parler de complotisme, en fait ça sert à rien de répondre et donc de juste changer de conversation, ignorer et apporter quelque chose de positif dans le sens inverse, genre changer de conversation en disant ah c'est intéressant j'ai vu ça, ou ah c'est formidable j'ai vu telle initiative politique. Enfin, quand ça, donc ouais, s'engager politiquement quand ça concerne, enfin pour lutter contre l'impuissance. Et alors aussi, et quand on est capable de faire de la science, enfin quand on est un scientifique, faire plus de science et vulgariser plus la science plutôt que d'essayer de répondre chaque fois, et ce qui est en fait un travail qui est quand même épuisant. Enfin bon, tant mieux qu'il y ait des gens qui soient là pour le faire, mais donc pour la plupart des gens, quoi. Et alors aussi, il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé, qui pour moi est assez important, c'est la fiction. C'est vrai qu'en fait notre monde il est gris et moche et dégueulasse et nul, mais il y a pas besoin de projeter ces fictions comme étant des trucs réels si on fait des assez bonnes fictions. Donc se concentrer sur le fait de faire des super fictions, d'écrire des livres formidables et tout ça, et donc vraiment compenser dans le positif en fait. Plutôt que de s'acharner sur ah merde ça va pas, il faut aller démonter, il faut aller répondre. Voilà. Ouais, du coup je peux réagir. Dans la conversation de tous les jours entre guillemets, ce qu'il faut essayer de faire, je pense, en fait ça dépend du contexte. Si c'est quelqu'un qui vient et vous pose une question concrète parce que en gros il pense que vous pouvez avoir la réponse pour une raison ou pour une autre, là on peut débunker, enfin on peut le contredire sur certains points parce que c'est ce que la personne demande, quoi. Et donc c'est une discussion qui potentiellement peut être féconde. Après si c'est tonton complot du dimanche après-midi qui part vraiment sur des trucs un peu chauds, en fait ça dépend déjà aussi du contenu. Mais je sais pas, par exemple, si je prends un exemple très concret, si par exemple on critique les entreprises qui produisent les vaccins contre le Covid parce qu'elles veulent parce qu'elles font de l'argent et qu'en fait elles font de l'argent sur la santé des gens, etc. Et qu'en fait il y a des théories du complot qui s'immiscent à l'intérieur, qui sont un peu pétées. Moi le réflexe que j'aurais c'est de dire ouais grave, en fait il y a plein de trucs à critiquer de la façon dont ça a été géré, de la façon dont la puissance que ces entreprises ont eue lors de négociations avec les différents États pour pouvoir vendre leur vaccin, la tension qu'il y a sur les brevets, etc. En fait, je vais plutôt focaliser sur ce qui est important politiquement, parce qu'en fait, je sais que c'est ça qui conditionne, grosso modo, ensuite, si on adhère ou pas au contenu, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que les théories un petit peu du complot derrière, les trucs un peu pétés, qu'on peut pas trop vérifier, en fait, c'est juste des trucs qui viennent rationaliser un petit peu cette frustration, cette colère. Du coup, je vais plutôt me concentrer sur l'origine de cette colère. Et encore une fois, là, c'est facile de dire ça maintenant, mais en vrai, devant tonton complot, en fait, je m'énerve comme tout le monde personnellement. Enfin, ça peut arriver, c'est pas la question, mais dans l'idéal, je pense que c'est plus intéressant d'arriver à se dire, en fait, je suis super d'accord avec toi sur ça, et sans trop parler du reste, quoi. Et du coup, si on se met direct comme quelqu'un qui n'est pas un allié, mais quelqu'un qui va potentiellement le juger ou chose comme ça, c'est mort, en fait, on va juste s'engueuler. Ce qui est pas, voilà, on peut pas avoir un intérêt, mais ouais, moi c'est plutôt mon conseil. Je sais pas si ça répond à la question. Ouais. Est-ce qu'on a une dernière question dans le public? Je me lève pour voir. Non, écoutez, on va tous aller se sustenter dans la joie et la bonne humeur. Il y avait une question en haut, non? Non, trop tard. Non, je plaisante. Oui? Non, pour qu'on puisse vous entendre, parce qu'il y a des gens qui vont regarder ça chez eux tranquillement après, en streaming ou en vidéo, et ils voudront entendre votre belle voix et votre belle question. Alors je me rapproche pour qu'on ait le micro, sinon on ne va pas comprendre. Idriss Aberkan, donc allez-y. Enchanté. En fait, je vais faire le chieur qui pose pas une question mais qui raconte sa vie. Juste une mini anecdote pour aller dans le sens de ce que disaient à la fois Jérémy et Sébastien. J'ai un ami qui travaille sur les théories du complot et il y a une maison de jeunes, donc d'un quartier difficile de Belgique que vous devez connaître, qui s'appelle Molenbeek, qui avait besoin d'un animateur sur les théories du complot puisque tout un groupe de jeunes était devenu extrêmement complotiste. Et il se fait que cet animateur en question allait se faire virer et
les jeunes donc issus de quartiers populaires difficiles, en fait, sont allés manifester devant la mairie, donc devant la maison communale, pour que cet animateur reste. Quelques semaines plus tard, mon ami qui devait aller faire chez eux cette animation sur la théorie du complot m'a dit qu'en fait le truc avait été annulé parce que il y a eu un déclic chez les jeunes. Il y a eu un déclic qui s'est fait quand, grâce à leur manifestation, l'animateur qu'ils adoraient est resté. La mairie a cédé. Et en fait, ils se sont rendus compte, ils ont vraiment eu un déclic, ils ont vraiment travaillé là-dessus derrière, qu'en fait, ils n'étaient pas juste des esclaves de notre monde, ils pouvaient avoir un impact réel. Et voilà, je trouve que c'était une très très belle histoire et que moi, en tout cas, ça m'a éveillé sur le fait qu'effectivement, comme le disait Sébastien, si on rend le monde meilleur, on n'a peut-être pas tant besoin de ça non plus, et le problème disparaîtra peut-être de lui-même. Voilà. Merci Vincent Flibustier. Ils ont découvert la citoyenneté dans tout ce qu'elle a de plus beau et de plus local. Ben écoutez, on vous applaudit à nouveau. Merci encore, merci à tous les trois. Et on se retrouve à 14h15 pour la prochaine table ronde. À tout à l'heure.